De réfléchir aux conséquences de ces observations. L'honorable chef de l'opposition. Hier, le premier ministre a prononcé un discours déprimant. Il a dit que pendant sa jeunesse, il y avait beaucoup d'opportunités, mais que le futur de nos jeunes ne sera pas aussi bon que son passé. Il a dit que les jeunes ont besoin de faire des sacrifices. Sacrifices? C'est ce que les jeunes ont fait depuis 10 ans, où les libéraux ont doublé le coût du logement, enlevé les emplois et créé les dettes intergénérationnelles. Les jeunes doivent sacrifier plus. Qu'est-ce qu'il leur reste à sacrifier? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Vous savez ce que les jeunes Canadiens ont sacrifié à la dernière élection? Ils ont sacrifié une vision pessimiste, négative, petite pour le Canada, celle du chef de l'opposition. Ils ont choisi un leader sérieux, un gouvernement ambitieux, Monsieur le Président, qui est en train d'unir l'économie canadienne pour créer des opportunités. On parle de 215 milliards pour le PIB canadien selon l'Institut économique de Montréal. On parle des grands projets d'un bout à l'autre du pays qui vont créer des bons emplois pour les jeunes, pour les générations futures. Merci, Monsieur le Président. L'honorable chef de l'opposition. Le discours du premier ministre qui a dit que les jeunes vont devoir sacrifier encore plus. Ça, c'est après 10 ans des libéraux qui ont forcé au moins 3 grands sacrifices. Ils ont rendu le coût du logement inabordable. Ils ont tué des emplois avec des pires chiffres par rapport à l'emploi depuis 30 ans. Et ils ont créé un endettement intergénérationnel. Pourquoi pas maintenant un budget abordable pour que nos jeunes puissent avoir une vie abordable? Honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Puis à chaque jour, ici en cette Chambre, à chaque période des questions, le fossé qui sépare un politicien de carrière, le chef de l'opposition, et un économiste qui a de l'expérience dans le secteur privé, comme le premier ministre, apparaît de plus en plus grand et de plus en plus évident pour l'ensemble des Canadiens. Ce dont le premier ministre a parlé hier, c'est de dépenser moins pour investir plus, d'avoir un budget qui va avoir un impact transformateur sur le pays avec les investissements en capitaux les plus importants pour créer des opportunités pour les jeunes d'un bout à l'autre du pays, Monsieur le Président. Merci. L'honorable chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Hier, le premier ministre a fait un discours qui était très déprimant pour les jeunes du Canada. Il a dit qu'il devrait faire davantage de sacrifices. Plus de sacrifices après 10 ans de gouvernement libéral où le coût du logement a doublé, où on a exclu la possibilité pour les jeunes de posséder leur propre maison. Ils ont fait le sacrifice de leur emploi avec les pires chiffres en matière d'emploi depuis les années 90. Après avoir assumé une dette élevée, les jeunes ont besoin d'espoir, d'emploi et de logement. Alors, pourquoi le premier ministre ne renverse-t-il pas une décennie désastreuse de politique pour restaurer cet espoir? L'honorable secrétaire d'État, j'ai eu l'honneur de présenter des sous rouges à des jeunes apprentis du local 230 de Victoria. Ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli et ils sont optimistes quant à l'avenir parce que, Monsieur le Président, ils vont travailler, ils vont bâtir des maisons, nous allons créer des projets d'infrastructures, des milliers d'emplois, des milliers d'opportunités pour des apprentis. Les conservateurs disent que la situation n'est pas bonne au Canada. Eh bien, nous allons bâtir le Canada. L'honorable chef de l'opposition.
3 apprentis, cela ne compense pas pour les innombrables pertes d'emploi. Le taux de personnes sans emploi est extrêmement élevé. Il y a le coût du logement qui a doublé. 80% des jeunes croient qu'ils ne pourront jamais se permettre d'acheter une maison. Mais le premier ministre dit aux jeunes qu'ils vont devoir faire encore plus de sacrifices. Tout ce qu'il offre, c'est plus de coûts, plus de dettes et plus de désespoir, alors que les Canadiens ont besoin de plus de maisons, plus d'emplois et plus d'espoir. Pourquoi ne présente-t-il pas un budget abordable pour une vie abordable? L'honorable secrétaire d'État. Chaque jour, les conservateurs se présentent en cette Chambre et disent que l'économie est mauvaise. Nous allons bâtir de façon audacieuse. Nous allons bâtir dès maintenant avec de l'acier canadien, du bois canadien, des travailleurs canadiens. Nous défendons les travailleurs. Nous serons là pour le Canada et j'espère que les conservateurs se joindront à nous. L'honorable chef de l'opposition. Il semble que personne de l'autre côté n'ait écouté le discours désespérant prononcé par le premier ministre. Il a dit que les jeunes devaient faire plus de sacrifices, alors que c'est l'opposé qui est vrai. Les jeunes de ce pays en ont sacrifié suffisamment déjà. Ils ont fait assez de sacrifices et là, ils ont une dette générationnelle à assumer. Ils ont besoin d'emplois, de maisons, d'espoir. Et hier, j'ai fourni au premier ministre un plan pour y parvenir. Va-t-il inclure ce plan dans son budget? L'honorable leader en chambre du gouvernement. Eh bien, la seule personne qui n'apprécie pas les discours du premier ministre, c'est le chef de l'opposition. Le premier ministre parle de dépenser moins et d'investir plus. Investir où? Dans les carrières pour les jeunes, dans la construction de projets nationaux, investir pour devenir un leader en matière de technologie. Il y a par exemple les petits réacteurs modulaires et les jeunes de ce pays sont fiers d'être Canadiens, fiers d'avoir un avenir dans tout le pays. L'honorable chef de l'opposition. Il est dommage que ce ne soit pas le ministre qui ait rédigé le discours prononcé par le premier ministre hier, parce que nous n'aurions pas éprouvé un tel ennui, un tel désespoir. Il a dit qu'il devrait faire davantage de sacrifices et que ça prendrait du temps pour renverser toutes les difficultés qui se sont accumulées au fil des ans. Les jeunes veulent des maisons, ils veulent des emplois, ils veulent de l'espoir, ils veulent un budget qui soit abordable pour qu'ils puissent avoir une vie abordable. Est-ce que le premier ministre va présenter un tel budget pour respecter la promesse faite à ce pays? Réponse. Vous pouvez être assuré que nous allons présenter un budget. La question est de savoir si le chef de l'opposition va appuyer ce budget, parce que voici ce que va faire ce budget. Il va donner aux jeunes de tout le pays la possibilité de croire en un avenir au Canada, un avenir dans un métier qualifié, un avenir dans une carrière qui va leur donner à eux et à leur famille un avenir, un espoir, une communauté. Le meilleur endroit où être sera le Canada. Saint-Jean. Monsieur le Président, à l'approche du budget, le gouvernement a accusé les oppositions de faire des jeux politiques. Il faudrait qu'ils m'expliquent en quoi exiger du financement pour nos soins de santé, c'est des jeux politiques. En quoi soutenir les aînés face au coût de la vie, c'est des jeux politiques. En quoi s'occuper de la crise du logement, de l'accès à la propriété, des infrastructures, c'est des jeux politiques. Nos demandes, elles sont connectées sur les besoins des Québécois, elles sont publiques et elles n'ont pas changé. Si le gouvernement les ignore, là, finalement, c'est qui fait des jeux politiques?
L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Président, le chef du Bloc québécois semble changer d'idée comme il change de chemise. Après les élections, il nous a dit on est prêt à travailler avec le gouvernement. On veut leur donner du temps pour qu'on puisse aider les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Avant même d'avoir lu le budget, Monsieur le Président, il nous dit je ne voterai pas pour le budget. J'aimerais ça, puis je pense que tout le monde dans cette Chambre aimerait ça savoir c'est quoi la position du Bloc québécois. Est-ce qu'on va au moins lire le budget avant de dire qu'on ne va pas voter pour? L'honorable député de Saint-Jean. Président, je veux le dire, moi, ce qui ressemble à des jeux politiques et qui ressemble à pas vouloir travailler avec les autres, c'est quand le premier ministre rencontre les chefs de parti à propos de leurs attentes budgétaires, alors qu'il y a déjà un discours rédigé pour le soir même dans lequel il ignore absolument tout de leurs demandes. Pas un mot sur les aînés ou la santé. Aucun engagement à transférer des sommes sans condition au Québec pour les infrastructures ou pour le logement social et communautaire. Silence radio sur les 814 millions volés aux Québécois pour faire des chèques cadeaux électoralistes aux Canadiens. Pourquoi est-ce que le premier ministre fait des jeux politiques, lui, au lieu de répondre aux besoins des Québécois? L'honorable ministre. Monsieur le Président, le leader en Chambre a rencontré le chef du Bloc québécois pour parler du budget. Le ministre des Finances a rencontré le chef du Bloc québécois pour parler du budget. Le premier ministre a rencontré le chef du Bloc québécois pour parler du budget. J'ai rencontré le chef du Bloc québécois pour parler du budget. Puis avant même que le budget soit rendu public, le Bloc québécois nous dit on n'est pas intéressé, on ne va pas voter pour. On ne va pas voter pour des mesures qui vont permettre à des millions de Canadiens de sauver sur leurs taxes et leurs impôts, Monsieur le Président. On ne va pas voter pour un budget qui va permettre de construire des centaines de milliers de logements. Moi, je trouve que la position du Bloc, elle est inacceptable. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Monsieur le Président, le leader du gouvernement dit que si le budget passe pas, c'est la faute des oppositions. Le ministre des Finances, lui, nous accuse de faire des politicailleries. Pourtant, nos demandes, elles sont publiques depuis longtemps. Et c'est leur premier ministre qui a choisi de toutes les ignorer dans son discours prébudgétaire d'hier soir. Voilà. Monsieur le Président, c'est un gouvernement minoritaire qui se comporte en gouvernement minoritaire et qui fasse des ententes s'ils veulent que son budget passe. Bravo! Pourquoi c'est si compliqué que ça de simplement répondre aux besoins des Québécois? Bravo! L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, les besoins des Québécois sont très bien représentés. Ce côté-ci de la Chambre avec 44 députés du côté de l'opposition, des gens ancrés dans leur communauté, des gens qui font des représentations de leur milieu, qui nous parlent de la forêt, qui nous parlent des aînés, qui nous parlent des jeunes, qui nous parlent de créer un avenir prospère pour l'ensemble des jeunes Québécois au sein d'un Canada fort, un Canada uni. Monsieur le Président, on n'a pas de leçon à prendre du Bloc québécois pour ce qui est de l'avenir du Québec. The honourable member for... L'honorable député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Hier soir, le premier ministre a déclaré aux jeunes Canadiens qu'ils devraient faire davantage de sacrifices à l'avenir. Les jeunes sont déjà confrontés à un avenir sombre en raison des politiques libérales, explosion des prix du logement et des denrées alimentaires, perte d'emplois. Les générations précédentes ont fait des sacrifices pour améliorer la vie de leurs enfants. Mais aujourd'hui, on demande aux jeunes de sacrifier leur avenir à cause des politiques élitistes et libéraux. Les libéraux cesseront-ils de rompre leurs promesses et rétabliront-ils l'espoir? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, ce que veulent les jeunes de ce pays, c'est un leader qui ne présente pas de théorie du complot, n'attaque pas les institutions démocratiques et ne suggère pas que d'autres chefs soient emprisonnés. Nous allons déposer un budget générationnel, nous allons investir dans le Canada, nous allons bâtir le Canada. Et je suggère qu'il faut plutôt qu'il sacrifie son ego et qu'il pense au Canada. L'honorable député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Cette réponse qui n'a aucun sens n'a rien à voir la question. On parle de chômage chez les jeunes et donc je crois que les libéraux devraient laisser de côté leur message habituel. Il faut s'occuper de l'immigration, s'occuper de la formation, construire des logements là où se trouvent les emplois. Alors pourquoi ne pas adopter notre plan en la matière? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, les conservateurs sont en mode
contrôle des dommages. Eh bien, nous, de notre côté, nous allons déposer un budget générationnel. Nous allons investir dans le Canada. Nous allons construire des logements dans une ampleur jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous croyons en le Canada. Nous allons bâtir l'économie la plus solide du G7 et je demande à l'opposition d'appuyer notre budget. L'honorable député de Richmond Hill South. Hier, le premier ministre libéral a déclaré devant une salle remplie d'étudiants qu'ils allaient devoir faire des sacrifices. Les jeunes ont déjà fait suffisamment de sacrifices au cours des 10 dernières années. Ils ont fait des sacrifices en payant des prix exorbitants pour les aliments. Ils ont payé pour les politiques qui ont fait augmenter le chômage à des niveaux dignes d'une récession. Il y a la crise du logement. Les loyers ont encore augmenté de 4,8 % à l'échelle nationale. Quand les libéraux cesseront-ils de rompre leurs promesses et contrôleront-ils les dépenses pour aider les jeunes Canadiens à acheter une maison? L'honorable ministre, Monsieur le Président, on voit que les conservateurs ont eu peur de ce discours parce que c'était un discours ambitieux qui parlait de projets d'envergure. Bon, je crois que je n'ai pas à dire quoi que ce soit. Ici, on voit ce qui se passe, donc je donne la parole à la ministre. Monsieur le Président, ce discours prononcé par le premier ministre a vraiment fait peur aux conservateurs parce qu'ils ont constaté que c'était un discours ambitieux. Ils l'ont constaté dans le discours, mais aujourd'hui, il y a un investissement qui a été annoncé avec le premier ministre provincial, donc un investissement l'honorable député de Newmarket-Aurora. Hier, le premier ministre a dit à une salle remplie d'étudiants qu'il devrait faire des sacrifices, mais après 10 longues années de politique libérale qui ont été des échecs, ils ont déjà fait beaucoup de sacrifices. La possibilité d'avoir une maison, leur rêve, ils ont vu les prix des denrées alimentaires exploser et les mises en chantier ont atteint leur niveau le plus bas en 30 ans à Toronto. Tout cela résulte des politiques du gouvernement. Vont-ils cesser de rompre leurs promesses et vont-ils contrôler leurs dépenses afin que les jeunes Canadiens puissent vivre le rêve d'avoir une maison? L'honorable ministre, les jeunes de ma circonscription ont des rêves, ils travaillent, ils font partie du marché du travail et ce, de façon extraordinaire. J'ai rencontré récemment, par exemple, un jeune soudeur qui m'a dit que grâce au programme du gouvernement fédéral et de la province, cette jeune personne a pu devenir soudeur. Donc, nous investissons dans les jeunes, nous investissons dans les emplois et chaque fois, les députés d'en face votent contre nos programmes pour les jeunes. L'honorable député de Brandon-Souris. Hier, le premier ministre a déclaré à une salle remplie d'étudiants qu'ils allaient devoir faire des sacrifices. Les jeunes, les étudiants ont déjà fait suffisamment de sacrifices en raison des libéraux. Ils ont sacrifié leur rêve d'accéder à la propriété. Ils payent très cher pour l'essence et les aliments. Ils ont passé des étés complets sans pouvoir trouver d'emploi. Et là, on nous parle d'apprentis et du programme Sous-Rouge. En fait, les jeunes ne devraient pas avoir à faire davantage de sacrifices en raison des échecs libéraux. Est-ce que les dépenses seront contrôlées dans le budget du 4 novembre et rétablira-t-on l'espoir? L'honorable ministre, les jeunes Canadiens se souviennent du fait que le chef de l'opposition a voté contre le retrait des intérêts associés aux prêts étudiants. Hier, le premier ministre a annoncé qu'on multiplierait par 2 les exportations vers des pays autres que les États-Unis. Ça veut dire que les jeunes auront l'occasion de produire des produits. Le premier ministre a annoncé devant une chambre pleine d'étudiants qu'il allait devoir faire des sacrifices. Mais ça fait 10 ans qu'il sacrifie déjà. Il sacrifie le rêve d'accéder à une propriété.
Ils grugent une trop grande partie de leur budget personnel pour payer l'épicerie et cet été encore, plusieurs n'ont même pas trouvé d'emploi. Ma question est simple. Est-ce que les libéraux peuvent enfin arrêter de briser leurs promesses, contrôler leurs dépenses, permettre aux Canadiens de se nourrir à juste prix et finalement rêver d'accéder un jour à acheter une maison? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Pendant que le chef de l'opposition passe son temps sur YouTube à propager des théories de conspiration, à dénigrer la GRC, à attaquer le système judiciaire, à dire que ses adversaires devraient être emprisonnés, Monsieur le Président, je choisis sans aucune hésitation le premier ministre qui s'en va expliquer comment est-ce qu'on va bâtir l'économie la plus forte du G7 en bâtissant des grands projets d'un bout à l'autre du pays, en rendant la vie plus abordable, par exemple en réduisant les impôts pour 22 millions de Canadiens, en éliminant la TPS sur les maisons pour rendre des logements plus abordables. C'est ce qu'on fait de ce côté-ci de la Chambre. C'est ça la différence entre un parti d'opposition qui a une vision petite pour le pays et un gouvernement qui est ambitieux et sérieux. Merci. Honorable député de Montmorency-Charlevoix. On n'a pas une vision petite pour le pays, Monsieur le Président. On a une vision juste pour nos jeunes qui sont plus capables d'accéder à des logements abordables, qui manquent d'emploi, que l'inflation les frappe, qu'il y a une augmentation du coût de l'épicerie. Les pressions sont bien réelles sur leur santé physique, leur santé mentale et leur espoir d'avoir un jour un futur brillant. Hier encore, le premier ministre, dans un discours sombre, leur a demandé de faire des sacrifices. Quand est-ce que le gouvernement libéral va cesser d'écraser nos jeunes sur le poids de leur mauvaise gestion et leur permettre d'avoir un avenir meilleur? L'honorable ministre. Monsieur le Président, l'ambition de ce côté-ci de la Chambre, c'est une ambition qui est sérieuse pour bâtir l'économie la plus forte du G7, libérer le pouvoir de l'économie canadienne en unifiant l'économie canadienne, en baissant les impôts sur 22 millions de Canadiens, en éliminant la TPS sur les nouvelles maisons pour les nouveaux acheteurs, pour rendre le logement plus abordable au pays, en investissant pour construire un nombre de logements sans précédent au pays. Monsieur le Président, c'est ça l'ambition, Monsieur le Président, pour le Canada. C'est ce qu'on va livrer pour les jeunes Canadiens. Merci beaucoup. L'honorable député de Repentigny. Monsieur le Président, Ottawa vient d'annoncer 2 milliards de dollars pour bâtir une centrale nucléaire en Ontario. Ça fait des années que le Québec offre de vendre la vraie électricité propre, mais que l'Ontario et Doug Ford refusent. Et aujourd'hui, le fédéral annonce qu'il va faire payer les Québécois pour une centrale nucléaire en Ontario qui va lui permettre de rivaliser avec la vraie énergie propre du Québec. Les Québécois sont 3 fois perdants. On perd en matière d'environnement, en matière de commerce, et on perd l'argent de nos impôts. Est-ce que le gouvernement va reculer? L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, je veux être très clair que nous, on bâtisse un pays pour le futur et ça, c'est avec de l'énergie propre. Absolument. Et moi, étant de Ontario, je peux dire que l'énergie nucléaire nous a aidés à ne plus utiliser le charbon. Ça veut dire que nous avons de l'air pur pour nos enfants. C'est très important qu'on continue à travailler pour avoir de l'électricité propre tout partout au pays. Déjà, nous avons l'électricité propre tout partout et on va continuer à faire le travail. Excellent. Honorable député de Repentigny. Monsieur le Président, le fédéral se contente pas juste de nous faire payer pour permettre à l'Ontario de rivaliser avec Hydro-Québec, ça va plus loin. Parce que si l'Ontario développe son nucléaire, ça veut aussi dire une augmentation des déchets radioactifs. Et vous pensez qu'ils vont faire quoi avec ça? Ils risquent fort de les entreposer à Chalk River, comme ils font actuellement, sur le bord de la rivière des Outaouais, qui est la source principale d'eau potable des millions de Québécois. Le fédéral nous fait payer des centaines de millions de dollars pour mettre en danger notre eau potable. Le gouvernement, penses-tu vraiment qu'on va accepter ça? L'honorable ministre. Monsieur le Président, on devrait être très fiers dans ce pays que nous avons de l'électricité propre vraiment de côte à côte de notre pays. C'est à 84% propre et on continue à faire le travail avec les provinces tout partout à notre pays. On va continuer à faire le travail. C'est l'hydroélectricité comme nous avons au Québec. C'est très intéressant à voir comment ils pourront travailler avec le Terre-Neuve là-dessus. Mais c'est aussi avec le nucléaire, c'est avec les éoliens. On va continuer à faire ce travail. C'est important pour notre futur. Excellent. L'honorable député de North Island, Powell River. Monsieur le Président,
Le premier ministre vient de dire à une salle remplie de jeunes Canadiens qu'ils devront faire des sacrifices. Après 10 ans de gouvernement libéral, ils ont déjà dû sacrifier leur rêve d'accéder à la propriété. Ils ont déjà dû sacrifier leurs modestes attentes en ce qui concerne la sécurité dans leur communauté. Ils ont dû renoncer à une économie où le coût de la vie est gérable et où il est possible de trouver des emplois bien rémunérés. Ma question, lorsque le premier ministre a fait cette déclaration, quel sacrifice supplémentaire avait-il à l'esprit? Le secrétaire d'État, le leader des conservateurs ne semble pas comprendre que nous recourons à l'espoir pour bâtir un avenir meilleur. Lorsque l'ancien député de Carleton a perdu son siège, il n'a pas eu à faire de sacrifice, il n'en a pas tiré quelque enseignement que ce soit, mais comme il n'a pas perdu son logement, cela se reflète sur ses positions. Il semble qu'après 20 ans de travail en cette Chambre, il pourrait en apprendre un peu plus sur leur travail acharné. L'honorable député de North Island, Powell River. Monsieur le Président, l'une des choses que nous devons sacrifier, ce sont les réponses à nos questions lors de la période de questions. Nous connaissons une crise du niveau de vie, une crise des dépendances. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes de surdose. Le taux de chômage chez les jeunes atteint 14,7 %, soit le niveau le plus élevé en 15 ans. Les jeunes Canadiens arrivent à peine à se loger et à se nourrir lorsqu'ils travaillent. Alors, comment s'en sortiront-ils lorsqu'ils n'auront plus d'emploi? L'honorable secrétaire parlementaire, je trouve un petit peu exagéré de parler des jeunes alors que les députés d'en face ont voté contre des mesures qui importaient pour les jeunes, des mesures budgétaires qui appuyaient des jeunes travailleurs qualifiés, des programmes d'alimentation à l'école, des prestations pour enfants, des prestations pour le logement. Nous avons un plan pour bâtir ce pays, pour bâtir des projets d'envergure nationale. Il y a un avenir rayonnant qui attend les jeunes. Alors, nous souhaitons que les conservateurs adoptent nos mesures. L'honorable député de York-Durham, malgré tous ces programmes, le premier ministre a transmis le message suivant aux jeunes: vous devez faire davantage de sacrifices, alors qu'ils ont déjà fait suffisamment de sacrifices, sacrifier le rêve d'acheter une maison. Et en fait, on leur dit tout simplement bien qu'ils mangent du gâteau. Donc, il faut que le premier ministre renverse la vapeur, contrôle ses dépenses pour que la prochaine génération de jeunes Canadiens puisse se nourrir et s'acheter une maison. L'honorable ministre, Monsieur le Président, nous appuyons déjà les Canadiens en leur fournissant notamment les compétences dont ils ont besoin pour assurer leur avenir. Nous avons annoncé que nous allions multiplier par 2 des exportations vers des pays autres que les États-Unis. Donc, il y aura des emplois qui viendront du commerce international et les jeunes pourront produire les produits que le monde entier voudra acheter. L'honorable député de York-Durham. Ce premier ministre vient seulement de doubler la dette de la prochaine génération. Les investissements d'une génération, c'est de la dette générationnelle et une inégalité générationnelle. En fait, Habitat pour l'humanité affirme que l'accès à la propriété est hors de portée pour 70 % des Canadiens. Et ceux qui louent ont vu leur loyer augmenter de 5 % au fil des ans. Voilà le résultat de politiques libérales. Est-ce que le premier ministre va sacrifier ses politiques plutôt que l'avenir de la prochaine génération? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, lorsqu'il est question d'investissement générationnel dans le budget, nous croyons de ce côté-ci de la Chambre que les jeunes sont le moteur de la croissance économique future du Canada et nous avons un plan responsable pour veiller à ce qu'ils aient les compétences nécessaires pour réussir. Nous misons sur le travail que nous faisons pour appuyer les apprentis, les métiers et l'éducation post-secondaire. Nous créons des milliers de nouveaux emplois, nous investissons dans les grands projets et nous permettons aux jeunes d'accéder à la propriété. Les investissements dans la construction, les salaires sont à la hausse. Cela fait partie de notre plan et nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. L'honorable député de Kamloops, Thompson Nicola. Monsieur le Président,
Le ministre de la Sécurité publique doit assurer la sécurité des Canadiens. Mais aujourd'hui encore, nous apprenons que 32 000 ressortissants nationaux ont reçu des avis à savoir qu'ils seront déportés. 32 000 personnes et le ministre ne sait pas où ils se trouvent. Certains nous disent que la confiscation d'armes à feu ne fonctionnera plus. La criminalité est à la hausse et maintenant le premier ministre a perdu 32 000 ressortissants nationaux. Alors j'aimerais savoir quand le premier ministre congédiera le ministre de la Sécurité nationale qui n'assure pas la sécurité des Canadiens. L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, la sécurité des Canadiens est la principale responsabilité de ce gouvernement. C'est pourquoi nous avons déployé des mesures importantes pour assurer la sécurité de tous les Canadiens. Plus de 20 000 individus seront retirés de notre pays parce qu'ils sont arrivés de façon illégale. C'est pourquoi nous avons mis en place des réformes de sécurité à la frontière et c'est pourquoi nous débattons du projet de loi C-12. J'exhorte le député d'en face à appuyer ces mesures pour assurer la sécurité des Canadiens. L'honorable député de Spadina Harbourfront. Monsieur le Président, le gouvernement actuel a été élu avec le mandat clair de retirer de nos rues les délinquants violents et récidivistes. Le leader de l'opposition a attaqué les braves agents de la GRC, a dit qu'ils étaient odieux. Le premier ministre travaille avec les forces de l'ordre pour élaborer des solutions en ce qui concerne la réforme de liberté sous caution notamment. Le ministre de la Justice a présenté le projet de loi C-14 sur la mise en liberté sous caution. Peut-il nous expliquer comment ces nouvelles mesures aideront nos forces policières à assurer la sécurité de nos collectivités? L'honorable ministre de la Justice. Le leader de l'opposition n'a aucune crédibilité lorsqu'il est question de sécurité. Au cours de la dernière semaine, il a dit que la GRC était odieuse. Il a dit que l'ancien premier ministre devrait être emprisonné. Nous allons déposer un projet de loi pour les récidivistes et les délinquants violents. La réforme sur la justice criminelle exige que l'on ait des conversations sérieuses. J'invite les conservateurs à se choisir un nouveau chef. L'honorable député de Central Newfoundland. Certains Canadiens en arrachent. Le coût des épiceries augmente. Voici ce que nous dit la CBC aujourd'hui. La CBC dit que les denrées alimentaires à Terre-Neuve-et-Labrador a augmenté, avec une hausse de 4 depuis septembre dernier. Le bœuf arrive en tête avec une hausse de 20 Le premier ministre libéraux a dit qu'on devrait le juger à l'aune des prix de l'épicerie. Va-t-il finalement maîtriser ces déficits inflationnistes afin que les Canadiens puissent se permettre de mettre la nourriture sur leur table? L'honorable ministre des Pêches et Océans. Merci. Je tiens à rappeler à mon collègue d'en face de Terre-Neuve-et-Labrador que cette province a été la première province canadienne à adhérer au programme de repas alimentaires. Le Parti conservateur a été le premier parti au Canada à voter contre ce projet. Les Canadiens de Terre-Neuve-et-Labrador ont ce programme à cœur. Les parents, les enseignants savent à quel point ce programme est important. Il s'agit d'abordabilité. D'autres programmes d'abordabilité existent également et ces députés ont voté contre tous ces programmes. L'honorable député de Central Newfoundland. Monsieur le Président, pourrait-on imaginer une réponse plus cruelle que celle de la ministre régionale de Terre-Neuve-et-Labrador, où les gens sont réputés pour leur bon cœur? Cette ministre sait très bien que le programme de son gouvernement libéral pour les repas d'école est un échec sur toute la ligne et n'a permis de nourrir aucun enfant au Canada. Elle sait également qu'il y a des taxes dissimulées Je vais demander au député de poursuivre. Monsieur le Premier ministre, peut-on imaginer une réponse plus cruelle que celle de la ministre régionale de Terre-Neuve-et-Labrador, où les gens sont réputés pour leur bon cœur? Cette ministre sait très bien que le programme de repas pour école qu'a créé son gouvernement n'a permis de nourrir aucun enfant canadien. Monsieur le Président, votre temps est écoulé. Votre temps est écoulé. L'honorable ministre des Pêches et Océans.
Monsieur le Président, mon collègue de Terre-Neuve et Labrador parle en mal des programmes. C'est une honte pour Terre-Neuve et Labrador et pour tous les Canadiens. Je tiens à rassurer les Canadiens que les programmes de repas alimentaires permettent de nourrir les jeunes sur les bancs d'école, permettent aux familles d'économiser 800 $ par année. Voici des politiques qui fonctionnent. Je défendrai toujours les Canadiens de Terre-Neuve et Labrador et les Canadiens de tout le pays. L'honorable député de Yorkton-Melville. Les parents ont du mal à trouver des aliments sains pour leur famille à cause des dépenses incontrôlées du gouvernement libéral, qui ont fait grimper l'inflation alimentaire de 4 %. Les taxes et les réglementations alimentaires libérales n'apparaissent pas sur leur reçu, mais les Canadiens le ressentent à chaque fois qu'ils font leurs courses. Le premier ministre a déclaré qu'il serait jugé à l'aune des prix du panier d'épicerie. S'il est vraiment l'économiste avisé qu'il prétend être, pourquoi ne maîtrise pas ces déficits inflationnistes et ces taxes cachées sur les produits alimentaires afin que les Canadiens puissent nourrir leur famille? L'honorable député des Emplois et de la Famille. L'honorable ministre des Emplois et de la Famille. Encore une fois, les conservateurs nous parlent de taxes imaginaires qui n'apparaissent pas sur les factures puisque ces taxes n'existent pas. Les Canadiens le savent, les Canadiens savent bien lire leurs factures. J'aimerais revenir sur la question antérieure qui a été posée. Je tiens à rappeler à tous à quel point les programmes de repas alimentaires dans les écoles sont excellents. Comme ma collègue l'a mentionné, assurent une certaine dignité pour les familles canadiennes à l'échelle du pays afin que leurs enfants puissent avoir accès à des repas sains à l'école, leur permettent de se nourrir et permet aux familles canadiennes d'économiser quelques 800 $ par année. En tant qu'ancienne gardienne d'école, je sais qu'il est tout à fait pénible de voir un enfant n'avoir pas de repas à l'école. L'honorable député de Elgin, St. Thomas, London South. Monsieur le Président, la restructuration de l'usine Camia Ingersoll était censée être une grande réussite. Les contribuables ont déboursé des centaines de millions de dollars. Le ministre des Finances a déclaré que cela prouvait que le secteur automobile canadien était là pour rester. Aujourd'hui, 1200 employés assidus de l'usine, dont beaucoup vivent à St. Thomas, Elgin et London, se retrouvent sans emploi, et cela malgré l'engagement pris par le premier ministre de conclure un accord avec Trump d'ici juillet afin de protéger les emplois dans le secteur automobile. Aujourd'hui, il affirme qu'il n'y aura pas d'accord. Les moyens de subsistance et la vie des travailleurs de l'automobile étaient en jeu. Pourquoi le premier ministre les a-t-il trompés? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de l'Industrie. Nous savons tous que l'industrie automobile au Canada, en Ontario, est une des plus importantes au pays et nous voulons que cela demeure comme ça. Oui. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les travailleurs de ces industries-là. D'ailleurs, le président du syndicat Unifor a dit récemment, hier, je pense, que la ministre de l'Industrie fait un travail exceptionnel dans ce dossier-là, Monsieur le Président. Il l'a dit. L'honorable député de Elgin, St. Thomas, London South. Si c'est ce que les libéraux voient comme étant un excellent travail, que penserait-il de travaux échoués? 3000 travailleurs à Brampton, 1200 à Ingersoll, 700 à Oshawa, 300 à Sainte-Thérèse au Québec. Voici le bilan des libéraux au cours des dernières semaines seulement. Le premier ministre a promis de protéger les emplois dans le secteur automobile. J'aurais aimé qu'il dise honnêtement qu'il parlait des États-Unis. Les libéraux ont distribué des milliards de dollars en subventions sans aucune garantie d'emploi pour les travailleurs canadiens. Hier soir encore, le premier ministre a déclaré aux Canadiens que nous devrions faire des sacrifices. Nous en faisons déjà, sans savoir exactement dans quel but. Quand fera-t-il son travail? Ce sera trahir les travailleurs canadiens. L'honorable secrétaire d'État pour le travail. Monsieur le Président, il ne fait aucun doute que les États-Unis changent leurs relations commerciales avec les pays du monde entier. Cela a des répercussions sur le secteur automobile. La ministre de l'Industrie se bat pour les travailleurs. Elle rencontre les entreprises canadiennes qui exigent des comptes de leur part. Nous ferons tout en notre pouvoir pour appuyer les travailleurs du secteur automobile et assurer la production ici au Canada. Les travailleurs du secteur automobile sont parmi les meilleurs au monde et nous allons les défendre coûte que coûte, et ce, tous les jours. Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, le premier ministre a promis de négocier une victoire, de gérer Donald Trump et d'avoir un accord avant le 21 juillet. Mais il a fait exactement le contraire. Le premier ministre a laissé tomber les travailleurs de l'industrie automobile au Canada et au Québec. La compagnie Packard Sainte-Thérèse a récemment mis à pied 300 de ses employés,
fait 725 depuis le début de l'année, alors que le premier ministre a échoué dans ses négociations avec Washington. Depuis, le premier ministre a dit hier dans un discours qu'il voulait que les jeunes Canadiens fassent plus de sacrifices. Est-ce normal que les jeunes Québécois doivent faire plus de sacrifices pour plaire à Washington? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, le collègue vient de citer l'exemple de l'entreprise Packard. Je veux juste lui souligner que la décision qui est tout à fait incompréhensible et abusive de l'administration américaine d'imposer des tarifs aux camions, surtout Packard. Ça a été fait il y a quelques jours à peine, Monsieur le Président. Ça vous donne une idée de l'imprévisibilité de cette administration-là. Et donc, il faut garder une tête froide au Canada pour bien négocier un bon deal, Monsieur le Président. Exactement. Le député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Moi, Monsieur le Président, je me souviens très bien d'une campagne électorale où le candidat au poste de premier ministre a dit qu'il faut avoir elbows up face à Donald Trump. On va régler ça. Je suis capable de gérer ça. J'ai géré la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre. Moi, je suis bon. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des pertes d'emploi dans l'industrie automobile. 3 000 sont partis de Stellantis vers les États-Unis. 725 au Québec. Actuellement, savez-vous qu'il y a 10 700 employés du secteur automobile juste au Québec qui risquent leur emploi parce que elbows up n'a pas réglé le problème. À quand une solution au problème? Bravo! L'honorable ministre responsable du commerce Canada-États-Unis. Monsieur le Président, je ne suis pas surpris que notre collègue se souvienne très bien de la dernière élection fédérale, parce que les Canadiens ont choisi un gouvernement qui était prêt non seulement à défendre et appuyer les industries canadiennes, mais de négocier avec le gouvernement américain pour s'assurer qu'on ait une entente qui est dans l'intérêt des travailleurs et des industries canadiennes. Les Canadiens qui ont exprimé leur volonté aux dernières élections savaient très bien que le Parti conservateur était totalement incapable de se tenir debout devant le gouvernement américain et pour défendre les intérêts des travailleurs et des entreprises canadiennes. Nous sommes prêts à relever ce défi-là. L'honorable député de Wellington, Halton Hills North. Monsieur le Président, lors du dernier débat électoral, on a demandé au premier ministre de nommer la plus grande menace pour la sécurité du Canada. Il a répondu en un seul mot, la Chine. Le ministre des Affaires étrangères parle maintenant d'un partenariat stratégique avec Pékin, notamment en matière de sécurité. Ces deux choses semblent contradictoires. Le ministre peut-il concilier ces deux éléments ou s'agit-il d'un autre exemple du premier ministre qui dit une chose pendant la campagne électorale et en fait une autre plus tard? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, je tiens à remercier mon honorable collègue de sa question. Je répète que la sécurité publique des Canadiens est toujours une priorité pour notre gouvernement, en tout lieu et en toute place, y compris dans nos relations diplomatiques. Le Canada continuera de devenir l'économie la plus robuste des pays du G7. Pour y arriver, Monsieur le Président, nous devons diversifier nos chaînes d'approvisionnement, tout en protégeant les Canadiens ici, au pays. L'honorable député de Wellington, Halton Hills North. Monsieur le Président, une autre question concernant la plus grande menace pour la sécurité du Canada, l'ingérence étrangère. Lors des dernières élections, certains candidats ont été rejetés pour ingérence et d'autres ont été pris pour cible. De nombreux Canadiens continuent de vivre dans la peur en raison des menaces provenant de gouvernements étrangers. Le registre de transparence de l'influence étrangère est entré en vigueur l'année dernière. Le gouvernement a déclaré qu'il faudrait 12 mois pour le mettre en œuvre. 16 mois se sont écoulés depuis et encore le registre n'est pas en place. Quand sera-t-il opérationnel et quand un commissaire sera-t-il nommé? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Je tiens à remercier mon collègue de cette question très importante. Il me tarde de vous présenter le nom du commissaire. Je tiens à assurer mon collègue d'en face que la commission sera mise sur pied d'ici la fin de l'année. Député d'Argenteuil, la Petite Nation.
Monsieur le Président, notre gouvernement a tenu parole. Le ministre de la Justice, le projet C-14, allait renforcer les dispositions relatives à la mise en liberté sous caution et à la détermination de la peine. Ce projet de loi fera en sorte qu'aucun délinquant sexuel ne puisse purger sa peine à domicile. Élaboré en collaboration avec les provinces, les territoires et les forces de l'ordre, le projet C-14 place les victimes au cœur du système de justice. Le ministre de la Justice peut-il expliquer comment cette loi protège réellement le public et tient les récidivistes violents pleinement responsables? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, je remercie les députés pour cette question très importante. Notre gouvernement agit pour assurer la sécurité des Canadiens. Le projet de loi aura des conséquences plus sévères pour les récidivistes violents et sexuels et mettra fin aux peines à domicile pour les délinquants sexuels. Le projet de loi aussi renforce les règles de mise en liberté sous caution pour que la détention soit la règle première pour les récidivistes violents. Cela protège les victimes et nos communautés. Je travaille avec les provinces et territoires et les forces policières et j'exhorte tous les députés de faire passer ce projet de loi plus vite. Merci. L'honorable député de Saint-Albert, Sturgeon River. Monsieur le Président, jamais auparavant un gouvernement n'avait dépensé autant pour obtenir si peu de résultats. Le dernier exemple en date, l'ARC. Sous le gouvernement libéral actuel, le budget de l'ARC a augmenté de 70 %, un chiffre ahurissant. Mais le vérificateur général a constaté que l'ARC n'avait pas respecté ses normes de service dans 95 % des cas. Pourquoi, chaque fois que les libéraux dépensent davantage, les Canadiens obtiennent moins? L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Merci de la question. Nous acceptons le rapport de la vérificatrice générale et nous en tirerons des leçons, mais je veux mettre les choses au clair. 167 appels ont été placés par l'ARC. L'ARC a placé 10 000 appels et 90 % des appels ont été répondus avec exactitude. Nous continuerons à nous améliorer et nous continuerons à fournir des services à l'ARC qui est responsable de desservir les Canadiens. L'honorable député de St. Albert, Sturgeon River. Monsieur le Président, non seulement l'ARC n'a pas respecté ses normes de service dans 95 % des cas, mais l'année dernière, 8,6 millions d'appels à l'ARC sont restés sans réponse. Et lorsque les appels ont été pris en charge, l'ARC a donné des conseils fiscaux inexacts dans 83 % des cas. Quelle est la solution proposée par les libéraux? Augmenter encore davantage le budget de l'ARC. C'est complètement ridicule. N'ont-ils absolument rien appris après 10 ans au pouvoir? L'honorable secrétaire d'État. Bon, je suis là, Monsieur le Président. Les Canadiens méritent des services en temps opportun de la part de l'ARC. Nous avons de bonnes nouvelles à vous annoncer. Nous avons mis en place un plan sur 100 jours pour atteindre des normes de services plus élevées. Nous répondons à 83 % des appels en 15 minutes. Nous sommes concentrés et nous sommes prêts à offrir de bons services et à permettre à l'ARC d'en faire autant. L'honorable député de Haliburton, Kawartha Lakes. Monsieur le Président, les vérificateurs signalent que 130 œuvres d'art autochtones de grande valeur ont disparu d'une collection fédérale supervisée par le ministre des Relations entre la Couronne et les Autochtones. La sécurité est si faible que le vol n'a pas été détecté et le ministère n'a toujours pas de plan pour récupérer les œuvres d'art manquantes. Mais le ministère continue d'acheter de nouvelles pièces. La collection entière vaut plus de 14 millions de $ et comprend des trésors culturels. Comment le ministre peut-il expliquer cette mauvaise gestion flagrante et pourquoi le plan des libéraux consiste-t-il simplement à dépenser plus d'argent et à ignorer les crimes? L'honorable ministre. Merci. Nous travaillons avec nos partenaires pour régler la situation. Je serais ravie de travailler avec mes collègues d'en face. Merci. L'honorable député de South Shore, St. Margaret's. Merci, Monsieur le Président. La pêche est le moteur économique de ma communauté, mais de nombreux habitants de ma circonscription s'inquiètent de la conservation du homard et des risques que représente la pêche illégale pour l'industrie. Les agents de pêche sont aux premières lignes et font tout en leur pouvoir, mais il semble que la pêche illégale persiste. Le ministre des Pêches peut-elle me dire ce qu'elle a fait pour lutter contre la pêche illégale et si son plan a été efficace? L'honorable ministre des Pêches et Océans. Monsieur le Président,
La pêche illégale est illégale. Elle menace la conservation et touche durement les communautés côtières. Et c'est pourquoi nous avons renforcé les règlements, les patrouilles sur nos côtes et nous travaillons avec nos partenaires d'application de la loi. Les agents des pêches ont saisi des cages et des bateaux, ont permis de freiner les ventes illégales. De nombreux homards capturés illégalement ont été saisis la semaine dernière. Nous ferons tout en notre pouvoir pour assurer la sécurité des pêches et des océans au Canada. Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, l'inflation a grimpé de 3,3 au Québec en septembre. La raison de cette hausse, les taxes cachées comme la taxe industrielle sur le carbone, les taxes sur l'emballage alimentaire et les règlements sur les carburants propres. Ces derniers réduiraient le PIB réel du Canada de 9 milliards de dollars d'ici 2030. Monsieur le Président, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada est-il en voie de devenir le premier ministre de la banqueroute du Canada? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Vous me permettrez, Monsieur le Président, ce côté-ci de la Chambre, on donne une cote chaque fois que le député se lève, puis cette fois-là, c'était un 8 sur 10. Mais malgré les hurlements de mon estimé collègue, je peux l'assurer que les finances du Canada sont les meilleures du G7. On a de l'espace fiscal pour investir dans l'avenir des jeunes dans ce pays-ci. Et, Monsieur le Président, mon collègue de l'autre côté de la Chambre devrait se joindre à nous pour voter pour le budget du 4 novembre. L'honorable député de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, non seulement le premier ministre prévoit-il réduire de 81 le budget consacré aux femmes et à l'égalité des sexes, mais le Centre canadien des politiques alternatives vient de révéler que 59 des suppressions d'emplois prévues dans la fonction publique toucheront des femmes. Monsieur le Président, si le premier ministre souhaite regagner la confiance des femmes après avoir contraint les agents de bord à reprendre leur travail non rémunéré chez Air Canada, pourquoi ne met-il pas fin à ces suppressions d'emplois dévastatrices? Honorable secrétaire parlementaire des femmes et de l'égalité des genres. Merci, Monsieur le Président. C'est peut-être pas souvent démontré ainsi, mais ce pourquoi nous focusons à ce point sur l'économie en ce moment, c'est parce qu'en fait, c'est une vision féministe de la suite des choses. Lorsque l'économie va bien, les femmes vont mieux. Elles sont en meilleure sécurité et elles participent évidemment activement à la construction de cette société. Notre gouvernement est celui, historiquement, qui a le plus investi pour la protection des femmes, des communautés LGBTQ+, également. Nous allons continuer dans cette voie. C'est une promesse que nous continuons de tenir. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Demain, nous allons célébrer le 80e anniversaire de la création des Nations unies. Le Canada a une réputation que l'on envie, mais cela date d'il y a longtemps, alors que nous luttions pour le maintien de la paix. J'aimerais demander à la ministre des Affaires étrangères si le Canada songe à sa position actuelle. Continuerons-nous d'ignorer le travail que nous avons fait dans le cadre du traité de la prohibition d'armes nucléaires, ou est-ce que nous allons continuer d'assurer le maintien de la paix et mettre fin à la menace de la guerre nucléaire? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, nous croyons à un monde exempt et libre d'armes nucléaires. Et les armes nucléaires sont trop nombreuses dans le monde aujourd'hui. Nous devons dissuader l'utilisation de telles armes et nous sommes d'accord avec l'honorable collègue. Le désarmement se produit trop rapidement. Nous avons une responsabilité partagée de nous protéger contre ces menaces, y compris par l'utilisation de traités contre l'utilisation d'armes nucléaires. Aux Nations unies, j'ai parlé tout récemment de l'importance du multilatéralisme. C'est les actions collectives qui nous permettront d'avancer et qui nous permettront de surmonter les obstacles. Et c'est la fin de la période des questions.